Avant d'être prof, je suis d'abord citoyenne sur la question de l'eau. J'ai commencé à travailler sur la question de l'eau avant d'être prof. C'est d'abord un dossier d'engagement. Mon engagement sur la question de l'eau vient de mon engagement sur les droits humains. Je suis québécoise, les droits de l'homme, Ligue des droits de l'homme. Chez nous, c'est droits humains. Mais ça veut dire la même chose. En fait, la question de l'eau, et on traite du droit à l'eau de façon très spécifique parce que c'est, dans le fond, un droit qu'on a revendiqué et obtenu récemment. L'histoire des droits humains, j'ai toujours dit, je suis à la fois juriste et politologue, mais j'ai toujours dit, la question des droits humains, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de politique, d'abord et avant tout, parce qu'il n'y a aucun des droits que nous avons aujourd'hui qui nous est tombé sur la tête par gentillesse du pouvoir. Ce sont des choses que les gens ont acquis par des luttes sociales, des luttes politiques. Et le droit à l'eau est l'exemple, dans le fond, d'une lutte contemporaine qui a amené un droit. Quand on regarde le catalogue de la Déclaration universelle, il n'y en a pas beaucoup d'autres des nouveaux droits qui ont été reconnus. Même le droit à un environnement sain n'a pas été reconnu officiellement dans le système international. Donc, ce qui est intéressant dans le droit à l'eau, ce n'est pas les technicalités juridiques de la mise en œuvre du droit à l'eau, c'est comment on a réussi, en fait, à faire reconnaître ce droit-là et, en même temps, quelles sont les limites de cette reconnaissance pour nos luttes politiques. Fait que c'est peut-être un peu là-dessus que je pensais introduire les choses, parce que mon dada dans la vie, c'est l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 28 qui dit que nous avons, toute personne a droit à ce que règne au plan social et au plan international un ordre tel que les droits et libertés prévus dans cette déclaration puissent y trouver plein effet. Donc, quand l'ordre social ne respecte pas les droits, ce n'est pas les droits qu'il faut changer, c'est l'ordre social. C'est le seul article politique de la déclaration, mais j'y tiens. Et c'est un peu en ce sens-là, dans le fond, que dans les années 90, les militants se sont emparés de la question de l'eau. C'est pas arrivé de façon spontanée, c'est arrivé en fait en réaction. Après la première décennie internationale de l'eau, où on devait donner accès à l'eau à tout le monde sur la planète, la Banque mondiale est arrivée pour nous dire « Je vais le régler, moi, le problème ». Et c'est donc la proposition de régler le problème de l'accès à l'eau par des solutions économiques qui a provoqué la réaction des activistes, des militants. Dans les années 90, les États, et pas seulement les États, tous les acteurs, dans le fond, ont fondé le fameux Conseil mondial de l'eau dont vous avez entendu parler, puisqu'il y a eu le Forum de l'eau en 2012 à Marseille. Et cette création-là, dans le fond, a illustré le problème politique que l'on avait, c'est-à-dire qu'au point de départ, ceux qui ont convoqué, qui ont appelé à la création de ce Conseil mondial de l'eau, n'étaient pas de mauvaise foi, n'avaient pas des mauvaises intentions. Ce sont, entre autres, les gouvernements des pays nordiques qui disaient, bien, dans le fond, à l'ONU, il y a trop d'agences qui s'occupent de la question de l'eau, donc on ne réussit pas à se coordonner, et qui ont appelé toutes les bonnes volontés à s'asseoir autour de la table pour régler le problème de l'accès à l'eau. Le problème, c'est que les premiers à s'asseoir autour de la table, bien, ça a été les multinationales et la Banque mondiale et les grandes organisations financières. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec cette nouvelle création qui donnait une orientation aux enjeux de l'eau à l'échelle internationale, à devoir prendre en main cette question-là. Et cette question-là s'est articulée au point de départ en termes de droits humains. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les acteurs économiques disent ce sont les outils économiques qui vont apporter une solution au problème de l'eau, on vient d'exclure une grande partie de la population mondiale. Hein? Parce que le marché, lui, il répond à la demande solvable. Et on sait très bien que ceux qui n'ont pas accès à l'eau en général, ce n'est pas ceux qui peuvent payer, c'est ceux qui ne peuvent pas payer, d'une part. Et d'autre part, problème encore plus important, la demande des écosystèmes, elle, n'est jamais solvable.
Donc, la logique économique ne pouvait pas répondre à ces enjeux-là. C'est ce qui va faire que, en fait, la bataille pour le droit à l'eau va s'articuler en termes de l'eau est un bien commun parce qu'elle est un droit humain. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, le lien entre droit humain et commun continue à s'articuler autour de l'eau. Maintenant, on l'entend, on le voit dans beaucoup d'autres domaines, mais dans les années 90, c'était particulièrement dans le domaine de l'eau d'un côté et dans le domaine de l'Internet de l'autre. Les deux grands domaines où sont apparus cette logique de si on a des droits humains, ça veut dire que ce qui est nécessaire pour répondre à ces droits-là doit être disponible et ne doit pas être approprié. Dans cette bataille-là, on a gagné la reconnaissance du droit à l'eau, mais on a gagné la reconnaissance du droit à l'eau dans les termes acceptables pour le système existant. Et ça, je tiens à faire la différence parce que, dans le fond, ce que les militants revendiquaient quand ils disaient l'accès à l'eau, c'est un droit humain, c'était la non-appropriation. C'était la lutte contre la privatisation et contre la marchandisation qui était derrière. Or, le système juridique des droits humains ne peut pas recevoir ça. Pensez-y 2 minutes. Pensez aux droits économiques et sociaux. Tout le monde a le droit au logement. Qui fournit le logement? C'est le marché. Tout le monde a droit à l'alimentation. Qui fournit l'alimentation? C'est le marché. Et donc, le système juridique international n'était absolument pas conçu pour répondre aux enjeux que les militants portaient. Donc, à partir du moment où, en 2000, et ça, c'est très clair dans les documents de l'ONU, l'experte indépendante, elle l'a écrit en toutes lettres, que la reconnaissance du droit à l'eau ne dispose pas de la manière dont on y répond. Ça n'empêche pas un État de demander à une entreprise privée de fournir le service. Il n'y a rien dans la logique juridique des droits humains qui empêche ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un peu une division, dans le fond, dans les milieux militants, entre ceux qui se sont, et c'est très légitime, qui se sont emparés du droit humain, mais dans le système juridique, donc pour le faire respecter, maintenant qu'il était acquis, et ceux qui ont continué la lutte contre la marchandisation et la privatisation, qui peuvent encore utiliser le vocabulaire des droits humains, mais qui luttent sur des terrains beaucoup plus larges, parce qu'en fait, ce qui est leur cible, c'est de lutter contre l'accaparement. On ne peut pas, par exemple, se servir du système juridique, avec ses limitations, pour lutter contre la surexploitation d'une nappe souterraine. On ne peut pas se servir du droit humain au sens juridique du terme pour lutter contre l'extractivisme. Or, on sait très bien que les grandes luttes autour de l'eau aujourd'hui, c'est ça qu'elles concernent. C'est la ressource dans sa globalité, dans son intégrité, pour qu'elle ne soit pas accaparée. Et là, tranquillement, c'est le commun, qu'on dise bien commun, les communs, les commons. Je ne fais pas de discussion de vocabulaire ici ce soir, mais toutes ces luttes-là, dans le fond, qui disent que l'eau, c'est un commun, dans le fond, cherchent à dire on ne veut pas que vous l'accapariez. Et cet enjeu-là devient le plus important. Pourquoi? Parce que, de l'autre côté, ils ont très bien compris. Quand M. Brabeck, ancien PDG de Nestlé, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il n'y en a pas beaucoup là, qui ne le connaissent pas, mais bon, en 2008, à Davos, il nous dit « Le défi de l'eau, c'est de répondre à tous les besoins. » Qu'est-ce qu'il nous dit quand il dit ça? En fait, il dit « C'est parce que si je veux que les miens soient répondus, je ne peux pas mettre de hiérarchie. » Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a une hiérarchie, il y a des usages qui sont plus importants que les autres, ce n'est pas l'eau en bouteille qui va passer en premier. Et on a vu dans les dernières années ces luttes-là, justement, illustrer le problème, que ce soit en Ontario ou en Californie, qui a connu plusieurs années de sécheresse récurrente. Quand les permis de Nestlé sont renouvelés, les populations réagissent. Les populations réagissent pourquoi? Pas parce qu'elles n'ont plus d'eau dans leur robinet,
pas parce qu'elles n'ont plus d'accès à l'eau au sens restrictif du droit à l'eau, mais parce que là, il y a l'accaparement de quelque chose qu'on considère comme commun. Dans le fond, ce que dit le commun, ce que dit la revendication des Commons à ce moment-là, c'est l'eau, on ne veut pas qu'elle soit accaparée et on ne veut pas que soit décidé les usages pour lesquels on va l'utiliser en dehors de nous. C'est une revendication démocratique, dans une certaine mesure, qu'il y a derrière, malgré, on en parlait avec Thierry, toutes les déclinaisons différentes avec lesquelles on peut utiliser le commun. Mais aujourd'hui, on est un peu dans cette configuration-là, dans le fond, où le droit à l'eau mérite d'être défendu. La bataille qui est faite par les organisations qui portent devant les tribunaux quand il y a des coupures d'eau ici en France. Dans d'autres pays, par exemple, au Botswana, où le fait que la reconnaissance dans le système international a permis de renverser un jugement des tribunaux pour donner accès à l'eau aux Bushmen sur leur territoire. En Israël, pour les Bédouins, où la Cour suprême d'Israël a donné tort à l'État israélien en s'appuyant, là encore, sur la reconnaissance par le système international. Ces luttes-là sont importantes. Je suis militante des droits depuis avant même d'être majeure et d'avoir le droit de voter, donc je ne vais pas dire que les droits humains, ce n'est pas important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on prenne la mesure de la dimension juridique, qu'est-ce qu'elle peut faire, et de la dimension politique de ce que l'on revendiquait en revendiquant le droit à l'eau, parce qu'à l'heure actuelle, c'est de ce côté-là que les enjeux sont les plus importants. Pour vous donner un exemple, au Québec et au Canada, à l'heure actuelle, pratiquement toutes les luttes contre les hydrocarbures, les pipelines, les gaz de schiste, les mines, etc., passent par la revendication du droit à l'eau. C'est une évidence que ce n'est pas devant un tribunal qu'on va régler ça. Ce n'est pas la compréhension juridique du droit, c'est la légitimité de la lutte que les populations réussissent à mettre sur la place publique, à faire partager dans l'opinion publique en utilisant la légitimité des droits. À partir du moment, par exemple, où, dans le cas d'un forage pétrolier, les municipalités s'aperçoivent que ça met à risque les ressources en eau potable, la réaction des populations n'est plus la même. Et on voit très bien dans plusieurs dossiers, que ce soit au Québec, les gaz de schiste notamment, et les forages pour les hydrocarbures, les militants ont réussi à faire reculer le gouvernement sur un certain nombre de dossiers, justement sur la revendication de la protection des ressources en eau. Et donc, c'est cette ampleur-là qu'il faut redonner, dans le fond, à la lutte pour le droit humain à l'eau, mais pour lui redonner son ampleur, on ne doit pas le limiter au terrain juridique, on doit l'assumer comme lutte politique. Avec un collègue américain qui, lui, a travaillé sur le dossier de Flint, je ne sais pas si vous avez entendu parler du dossier de Flint aux États-Unis, qui est une contamination importante, on a écrit un texte qu'on a intitulé « Les droits humains comme grammaire légitime de la bataille politique ». Et c'est exactement là qu'il faut ramener le droit à l'eau. Il ne faut pas réduire le droit à l'eau à sa seule application telle que l'a conçu le système international et évidemment nos systèmes nationaux, mais le ramener sur le terrain politique pour dire ce qui est nécessaire au droit, nous voulons en prendre le contrôle démocratiquement. Nous ne voulons pas que ce soit accaparé. Et en faisant ça, je termine là-dessus, c'est pas juste l'eau, c'est l'ensemble de l'organisation de nos sociétés qu'on met en jeu, parce que, je reviens à l'article 28, si le droit à l'éducation, c'est un droit humain, c'est la même chose. Les outils d'éducation ne doivent pas être accaparés. Si la santé, c'est un droit humain, les outils de la santé ne doivent pas être accaparés, etc., etc. Et il me semble que là, on a une logique générale qui nous permet effectivement d'avancer politiquement en utilisant l'arme du droit quand c'est nécessaire, mais en ne se limitant pas à ça, parce qu'il ne faut jamais oublier que le droit est aussi
là pour conserver l'ordre et les rapports de force tels qu'ils sont. Hein? Des fois, on peut s'en servir comme outil pour faire avancer des choses, mais sa fonction principale, c'est le maintien de l'ordre tel qu'il est. Et donc, il ne faut pas être naïf par rapport à ce que le droit peut nous apporter. Est-ce que tu penses que dans ce cadre, la reconnaissance du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement et sa mise en œuvre effective progresse malgré tout dans le monde, ou bien stagne ou même recule? L'accès à l'eau basique, telle qu'elle est définie dans le système juridique, elle avance. Okay? Parce que dans les pays du Sud, il y a moins de monde aujourd'hui qui n'ont pas un accès de base à l'eau. Mais notre enjeu, il n'est pas là. Notre enjeu, il est sur la globalité de ce que représente l'eau. Dans le fond, je dis souvent, un des angles morts que l'on a, c'est le cycle hydrologique. Parce que quand on parle de l'extractivisme, quand on parle de territoires qui sont accaparés par des entreprises où les paysans ont plus accès aux ressources en eau pour être capables de faire de l'agriculture vivrière, etc. Ce dont on parle, dans le fond, c'est beaucoup plus que le droit à l'eau tel qu'il est défini dans le système. C'est la logique de notre système économique et c'est l'accaparement de la nature à des fins de développement économique et de financiarisation, de capitalisation, d'accumulation. Et dans cette mesure-là, il me semble que c'est beaucoup plus le commun que le droit à l'eau qui va nous permettre d'avancer. C'est nos réflexions, parce que le commun porte, dans le fond, le comment on veut répondre au droit. Alors que le système juridique ne comprend pas le comment on peut répondre au droit. On peut très bien se retrouver dans un pays comme le Canada, par exemple, à ce que toute la population ait accès à l'eau. Quoique, pour le moment, ce n'est pas vrai pour les populations autochtones, mais on pourrait, théoriquement, très aisément, avec ce qu'on a comme eau, répondre à tous les besoins de base au titre du droit à l'eau juridiquement défini et continuer à massacrer la moitié du territoire. On peut faire les deux dans bien des cas. Et donc, il ne faut pas être naïf à ce niveau-là. Je ne pense pas que c'est le droit qui peut répondre, même s'il faut s'assurer que le droit avance quand même. Donc, par exemple, au Québec et au Canada, quand on se bat sur ces questions-là, d'un côté, on se bat sur la question du commun pour arrêter les projets de forage, d'extractivisme, etc., mais on se bat aussi pour que les Autochtones aient sur leur territoire un accès à l'eau décent, parce que tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc, il faut faire les deux. Le premier avance, mais l'accaparement avance à pas de géant aussi. Donc, c'est de l'autre côté qu'on recule. Quel est ton point de vue sur cette menace en tant que Canadienne, concernée par le traité CETA, et en tant qu'universitaire travaillant à un niveau, disons, un peu international? Je dirais, de façon un petit peu sarcastique, je dirais, nous sommes plus menacés que vous sur la privatisation des services parce que vous avez les multinationales de l'eau qui aimeraient bien mettre les pieds chez nous. Donc, c'est plus dans ce sens-là. À la fin des années 90, la Lyonnaise des eaux a essayé de venir privatiser les eaux de Montréal et c'est ce qui a lancé tout le débat sur l'eau au Québec. Donc, ils attendent aux portes d'un accord de libre-échange. Fait que c'est plus nous, de ce côté-là, qu'on va payer. Mais, plus sérieusement, une des choses qu'on a constatées, parce que comme Canadiens, comme Canadiennes, nous, on vit sous l'ALENA depuis déjà plusieurs années. Et à ce niveau-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en fait,
les menaces n'arrivent pas par la porte que l'on attendait. C'est-à-dire qu'au point de départ, sur la question de l'eau, quand il y a eu l'accord de l'ALENA, on craignait la question des transferts massifs, on craignait des gros problèmes. Or, ce n'est pas ça du tout qui est arrivé. C'est beaucoup plus par petits morceaux que les rapports ont changé. Si on prend, par exemple, entre le Mexique et les États-Unis, ce qui est arrivé au sud des États-Unis, les grands agriculteurs sont allés de l'autre côté de la frontière, au nom du principe de non-discrimination, aller chercher les permis d'eau, un par un. Et au bout de 10 ans, on se réveille, puis les cultivateurs mexicains ont à peu près plus d'accès à l'eau. Donc, ce n'est pas par la grande porte. Et ça, je pense que d'un point de vue stratégique, je vous invite à faire attention à ça dans vos communications, parce que nous, on a un problème actuellement au Canada, c'est qu'on a voulu mobiliser les gens par des craintes grosses, des gros morceaux. Ça ne s'est pas avéré. Et donc, maintenant, quand on essaye de les mobiliser sur le CETA, ça ne bouge pas, parce qu'ils se disent, ben, vous nous aviez dit que ce serait grave les conséquences la dernière fois, puis il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, c'est important, quand on travaille avec les gens, je pense, de mettre les risques au vrai niveau où ils se passent, quitte d'ailleurs à aller chercher des exemples ailleurs où ça s'est déjà avéré, parce que là, les gens peuvent comprendre comment les dynamiques changent. Simplement, juste un exemple dont je n'entends pas parler ici, et qui pourtant est très, très important, le jour où l'accord entre en vigueur, vous ne saurez plus si vous mangez des OGM. Fini. Parce qu'au Canada, on ne les a jamais tracés. Nous, on n'a pas le droit à l'information là-dessus. Donc, tous les produits canadiens qui vont débarquer ici, vous ne pouvez pas savoir s'il y en a des OGM. Ça, c'est des choses que les gens peuvent comprendre. C'est chaque jour dans leur assiette. Oui, et ça, je peux vous donner un exemple où c'est arrivé. Au Québec, on l'a vécu, c'est tout à fait vrai. Dans le nord du Québec, il y avait la firme italienne Parmalat qui avait un permis de prélèvement sur une source qu'on appelle l'Esquerre. Là, je ne suis pas physicienne, fait que je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un machin, un système naturel qui fait que l'eau est très pure. Et quand Parmalat a fait faillite, le permis devenait disponible. Or, la municipalité aurait voulu reprendre le permis, mais elle a dû être en compétition avec une entreprise chinoise qui s'était alliée à une banque américaine et qui ont fait une meilleure offre, et le gouvernement n'avait pas le choix. On est entre autorités publiques, puis il n'y avait pas le choix de le donner à la compagnie plutôt qu'à la municipalité parce qu'ils pouvaient les poursuivre pour discrimination. Donc, oui, c'est un fait. Et en fait, chez nous, le problème, c'est que les municipalités ne sont pas des pouvoirs constituants. Okay? Ils ne sont pas des pouvoirs prévus dans la Constitution, c'est seulement un pouvoir délégué par le provincial, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas emprunter sans faire signer un registre par les citoyens. Donc, s'ils doivent faire des rénovations dans leur réseau d'aqueduc et que les citoyens disent non, ils ne sont pas obligés de demander aux citoyens pour donner un contrat. Et c'est des cas comme ça, les cas de privatisation. Ça peut être quelque chose comme 80 petites municipalités sur 3000. C'est très, très marginal. De façon générale, les grandes villes ne voient pas l'intérêt. Une anecdote là-dessus, la municipalité de Westmount, qui est la municipalité la plus riche de l'île de Montréal, où vivent à peu près la moitié des responsables politiques qui essayent de tout privatiser, quand ils se sont défusionnés de la ville de Montréal, eux militaient pour la privatisation quand ils étaient à Montréal, dans la municipalité de Montréal. Quand ils sont devenus autonomes, qui ont fait l'étude, ils ont décidé public pour eux. Donc, en gros, pour nous, il n'y a pas beaucoup de, je dirais,
de menaces pour vous de privatisation qui viennent de chez nous. C'est plus dans le sens inverse. Pour l'eau, oui. Pour l'eau, oui. Est-ce que la reconnaissance du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement par les belligérants peut aider à résoudre ces conflits ou pas? À mon avis, je ne peux pas avoir une réponse plus claire que ça parce que, bon, d'une part, des belligérants comme Daesh, le droit international ne s'en occupe pas. Ça ne les concerne pas, ils ne sont pas un État, donc ça leur passe. Mais, en plus, les conventions de Genève prévoient déjà ça. Même si le droit à l'eau en tant que tel n'est pas inscrit, les conventions de Genève prévoient dans le droit de la guerre que tu n'as pas le droit de t'attaquer à des infrastructures qui fournissent l'eau, etc. Et ils ne le respectent pas déjà. Ben, c'est tout prévu, ça. Et ils ne le respectent pas. Donc, on peut même mettre une ligne de droit de plus. Quand les États respecteront le droit, ils vont le respecter tout ou pas du tout. Puis, à l'heure actuelle, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de juge obligatoire au plan international. Fait que quand on ne respecte pas le droit, y compris le Conseil de sécurité, si le Conseil de sécurité prend une décision qui n'est pas légale, qui va lui dire? Donc, moi, personnellement, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, à l'échelle internationale, on soit même très près d'un état de droit. Je ne pense pas que ce soit le droit à notre solution. D'après toi, la tarification sociale est-elle une bonne solution pour renforcer le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement? Et si oui, quelle forme doit prendre cette tarification sociale? Ben, question piège, d'autant plus que pour une Canadienne, c'est une drôle de question. Parce que quand vos enfants vont à l'école, vous ne payez pas pour l'école. Ils ne payent pas l'eau. On ne paye pas l'eau, nous non plus. Oui, ils ne payent pas l'eau. En fait, nous, la question, c'est pas la tarification sociale, c'est pas dans ces termes-là. C'est à partir du moment où c'est un service qui est essentiel aux droits humains, c'est le régime général des taxes et impôts qui l'assure. Et dans cette mesure-là, évidemment, il y a une répartition qui correspond à une tarification sociale dans une certaine mesure, mais c'est pas... Parce que, oui, si ton impôt est progressif, c'est sûr que si on est en Alberta, qu'il y a un seul taux d'imposition pour tout le monde, ça ne donne pas la même chose. Parce que le Canada étant une fédération, on n'a pas les mêmes régimes d'impôt à grandeur du pays. Mais de façon générale, le Canada a un impôt progressif, ce qui fait que ça suit les revenus. Donc, ça permet effectivement d'assurer que les plus pauvres ne payent pas au-delà de leur capacité, d'une part. D'autre part, dans la plupart des provinces, c'est sur le même mode que l'impôt foncier. Et donc, ce ne sont que les propriétaires qui paient. Les locataires ne paient pas, c'est inclus dans le prix du logement. Ça doit être inclus dans le prix du logement. Donc, ils n'ont pas un coût supplémentaire parce qu'ils ont accès à l'eau. L'Irlande fonctionnait comme nous. Ils avaient un accès universel comme un régime public, de service public universel. Moi, je prends toujours ici l'éducation nationale parce que c'est le service public par excellence. Et c'est la même chose. Les gens n'en abusent pas. La preuve, c'est qu'en Irlande, ils ne consommaient pas plus qu'en Angleterre, qui est le pays occidental le plus privatisé. Hein? Et dont les tarifs sont quand même assez élevés. Et la consommation entre l'Irlande et l'Angleterre est à peu près équivalente. Donc, et toutes les études ont montré, y compris sur les pays européens, que ce qui modifie les habitudes de consommation, c'est l'éducation, c'est pas le tarif. Parce que même si tu augmentes le tarif, c'est une demande qui est pratiquement inélastique, l'eau. Hein? C'est un peu comme l'énergie. Ce qui fait que les seuls qui se privent, c'est les plus pauvres. En Angleterre, quand ils ont privatisé l'eau et que les factures ont explosé, c'est le Collège des médecins qui a demandé une intervention de l'État parce qu'il y a eu une augmentation des maladies liées à l'eau en Angleterre au 20e siècle.
Donc, quelque part, comme société, il faut se poser la question de ce qu'on fait, de quel objectif on vise, et ça ne coûte pas plus cher de le faire par le biais d'une taxation générale que de le faire sur un tarif qui est lié à la consommation. À mon avis, le tarif lié à la consommation pose un problème au plan symbolique. Hein? Parce que si d'un côté on dit à la population, l'eau, ce n'est pas une marchandise, mais si vous consommez 3 litres, vous payez tant, c'est parce qu'à un moment donné, on se pose la question, elle est où la logique? Tandis que quand ça passe par le biais de la taxation ou des impôts, le coût n'est pas lié à la consommation, à l'objet. Et donc, là, on peut dire, oui, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas l'eau que tu paies. Tu paies pour un service public par le biais de tes impôts parce que, collectivement, c'est ces services-là qu'on se donne. C'est pas la même chose. L'histoire de la taxe d'habitation, moi, ça m'a pris un certain temps avant que quelqu'un m'explique qu'est-ce que ça faisait, cette histoire-là. Je la paye. Je ne sais pas pourquoi je paye ce montant-là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et là, il y en a qui m'ont expliqué que c'est à peu près la taxe la plus régressive en France parce que les municipalités riches en ont moins besoin. Donc, j'ai un copain qui a un grand appartement dans le 11e à Paris. Il paye moins de taxe d'habitation. Bon. C'est vrai. Donc, il y a peut-être lieu, quand vous pensez à ces questions-là, de les penser en mettant ensemble les réformes qu'il faut faire pour avoir un régime fiscal plus progressif. Parce que chez nous aussi, hein, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était très rare les gens qui disaient « je ne veux pas payer d'impôts, je paye trop d'impôts ». Aujourd'hui, tout le monde. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture du lien de confiance entre gouvernants et gouvernés. On a l'impression qu'ils gaspillent notre argent. Moi, je suis prête à payer plus d'impôts si c'est pour la santé, si c'est pour l'éducation, etc. Mais ça, il faut le travailler dans ce sens-là. Il ne faut pas dire, ben parce que les gens ne l'accepteraient pas sur l'eau, on oublie ça. Il faut se poser la question... Du point de vue des... Moi, je suis toujours du point de vue des droits fondamentaux, vous avez remarqué, c'est une manie. Du point de vue des droits fondamentaux, qu'est-ce que nous devons nous donner collectivement? Et comment on le paye? Et il faut reprendre la question, parce que effectivement, si on dit aux gens, on va déplacer, les gens vont se mettre à calculer, est-ce que ça va me coûter moins, est-ce que ça va me coûter plus? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer avec? Hein? Et ça a été un des grands problèmes au Canada de la montée de la délinquance fiscale, cette idée qu'on ne sait pas ce qu'ils font avec. Et le gouvernement a répondu en faisant des fonds dédiés. Mais des fonds dédiés d'un point de vue démocratique, ça pose problème à la longue aussi. Parce que si vous faites ça partout, qui va payer pour la bouffe des prisonniers dans les prisons? Non, mais si on a des régimes collectifs, c'est précisément parce qu'on pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas relever de l'envie ou de la bonne volonté de chacun et chacune. Parce que c'est nécessaire aux droits fondamentaux, parce que c'est nécessaire à la société. Et donc, il faut reprendre les choses dans cette perspective-là, à mon avis. Pour que, comme pour l'éducation, vous l'avez fait pour l'éducation nationale, merde, pourquoi on ne peut pas le faire pour autre chose? Il y a plein de choses, dans le fond, qui sont des services publics universels. Pourquoi il est mieux d'avoir un service universel? Parce que, comme vous, on a connu des crises économiques. Et pendant les crises économiques, là, le gouvernement nous dit, les allocations familiales, dans le fond, quand vous avez juste un enfant, vous ne recevez pas grand-chose. On va tout ramasser ça, puis on va en donner plus aux plus pauvres. Alors, tout le monde dit, ah, c'est une bonne idée, on va en donner plus aux plus pauvres. Mais quand on se met à faire ça dans plusieurs secteurs, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les bases de la solidarité sociale. Parce que, en fait, la solidarité sociale, ça ne tombe pas sur notre tête dans notre berceau. On n'est pas avec ça. C'est quelque chose qui se construit.
Ça se construit quand tout le monde a l'impression de donner quelque chose et de recevoir quelque chose. À partir du moment où on casse les régimes universels, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare la société en deux. Ceux qui ont l'impression de toujours recevoir, de ne pas pouvoir participer, et ceux qui ont l'impression de toujours payer puis de jamais rien recevoir. Et après ça, on se retrouve comme on se retrouve aujourd'hui, avec la majorité de la population qui ne vote pas, puis d'autres qui votent pour Macron. Désolée. En Amérique du Nord, il y a eu une vaste campagne qui a été très fructueuse de campus sans bouteille d'eau. Les Free Bottle Campus. Et on se posait la question, parce que les militants de l'eau sont quand même très actifs en France, comment se fait-il que ça ne fonctionne pas en France? Et là, on s'est aperçu que dans vos codes du bâtiment, dans vos règles de construction, il n'y a pas d'obligation d'avoir des fontaines partout. Nous, oui. Mais nous, dans les universités, ils sont obligés d'en avoir à chaque étage. Dans les édifices publics, ils sont obligés d'en avoir. Il y a autant de fontaines que de toilettes. C'est automatique. Comment tu fais dans une municipalité pour dire on ne veut plus de bouteilles d'eau dans les écoles si les enfants n'ont pas accès à l'eau par ailleurs? Donc, votre code du bâtiment, c'est quelque chose à regarder. Je fais toujours des remarques aux gens qui ont leur cadet plein de bouteilles. Là, ils me regardent. Ils sont un peu surpris. Et quand tu discutes avec eux, à un moment, tu leur dis « Mais elle n'est pas potable, l'eau dans votre robinet? » « Oui, mais c'est moins bon. » Réessayez-la pour voir. Comparez. Mettez-la au frigo, comme vous faites avec vos bouteilles. Et les gens se rendent compte peu à peu, et ça réussit de faire redescendre la consommation d'eau en bouteille quand on prend le temps justement de contester cette culture. La piscine, c'est très, très simple à régler. La piscine, c'est un permis qu'il coûte cher et une facture spécifique, une taxation spécifique sur la piscine. En fait, la piscine est un trop facile excuse pour faire payer l'eau. Alors que c'est une partie de la population particulière qui est propriétaire. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, la majorité de la population est locataire. Hein? Déjà, ce n'est pas un peuple de propriétaires comme ici. Et donc, c'est déjà, en partant, une minorité qui peut avoir une piscine. Quand tu es locataire, tu n'as pas de piscine. Donc, ça serait perçu comme très injuste que la piscine soit comprise dans la logique de l'eau, même sur l'impôt foncier. On ne doit pas faire l'équivalence compteur privé. Pas de compteur public. Je pense que ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a un problème qui est lié au compteur, que ce soit public et privé, parce que ça donne un message de consommation commerciale d'une ressource quand même si c'est un service public. C'est le même logique que... Alors que le privé, ben, c'est le surprofit, c'est l'absence de régulation, etc. Il y a deux problèmes qui peuvent être séparés. En fait, on peut avoir un sans avoir l'autre. On peut être pris avec les deux aussi. La métropole de Montpellier et sa régie considèrent que c'est intéressant de déployer des compteurs des compteurs communicants partout, d'individualiser les compteurs dans les immeubles collectifs, etc. Pour toi, la Smart City a un effet sur le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement, et quel est-il? Ça a un effet sur les droits, en général, mais pas nécessairement sur le droit d'accès à l'eau. Qu'il soit communicant ou pas, ne change pas grand-chose, dans le fond, dans la capacité de la personne à payer la facture. Fait que je ne pense pas que ça change la nature du problème de ce côté-là. Par contre, les compteurs communicants ont un sérieux problème de conséquences sur les droits de la population, de façon générale, puis les Smart Cities en général. Chez nous, c'est Hydro-Québec, qui est l'entreprise publique nationale d'électricité, qui déploie des compteurs intelligents. Et c'est là-dessus qu'il y a la bataille, parce qu'il y a effectivement, là aussi, des gens qui disent « on n'en veut pas ».
mais à travers une bataille qui a été politique sur le principe au départ, c'est-à-dire effectivement protection des renseignements personnels. L'autre argument aussi au départ, c'était l'obsolescence planifiée dans une certaine mesure, c'est-à-dire que les compteurs qu'on a fonctionnent encore, pourquoi je le changerais? Hydro-Québec en est rendu à avoir réussi à obtenir de la Régie de l'énergie de nous charger une surfacturation si on refuse le compteur intelligent. Ils nous chargent pour ne pas installer. Il faut le faire. C'est une entreprise publique. Hein? Tout à l'heure, quand on disait il y a public-privé, puis il y a la question des compteurs, ces deux questions, on le voit bien là. Et il y a un problème qui commence à être de plus en plus documenté, c'est ce qu'on appelle les personnes hypersensibles aux ondes. Parce que c'est sérieux, hein? Moi je me suis retrouvée dans une situation où on était en réunion dans une salle et il y a une personne qui a dit, elle se lève, puis elle dit, il y en a qui n'ont pas fermé leur cellulaire, on commence à avoir mal à la tête. Et ils le ressentent effectivement très sérieusement. Et comme on est entouré d'ondes, hein, il y a les ondes Wi-Fi qui sont maintenant dans presque tous les lieux publics, partout. Il y a les ondes de nos télés, les ondes de nos ordinateurs, les ondes de ci, les ondes de ça, il y en a partout. Ça s'ajoute. Et quelque part, on doit se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle catégorie d'exclus? Hein? Où ces gens-là vont-ils se loger? Et donc là, on est vraiment dans la discrimination, dans les effets discriminatoires qu'une mesure peut avoir, que nos sociétés n'ont absolument pas regardé. Parce que jusqu'à maintenant, il y a certaines causes qui se sont rendues, mais Hydro-Québec les a toutes réglées à l'amiable avec entente de confidentialité. Ce qui fait qu'on n'a pas de jugement. Et on ne peut pas, dans le fond, forcer les autorités publiques à faire une étude d'impact sérieuse sur les droits. Et cette question-là, à mon avis, elle est très importante. La question de notre vie privée, hein, parce qu'à partir du moment où ces compteurs-là permettent de donner une information qui peut être utilisée sans qu'on ait le contrôle dessus, ce sont d'autres droits qui sont affectés, même si ce n'est pas le droit à l'eau. Et de plus en plus, avec le changement climatique, on nous dit, votre gouvernement doit faire comme le nôtre, il faut s'adapter, il faut des mesures d'adaptation. Oui, ils vont nous mettre plein de mesures d'adaptation. Que vont-ils évaluer quand ils vont choisir les mesures d'adaptation? Et c'est un peu là qu'on est avec la question des compteurs et des smart cités, parce qu'on nous dit d'un côté, c'est pour des gentils objectifs environnementaux, on ne se pose pas de questions sur les conséquences économiques et on ne se pose pas de questions sur les conséquences sur les droits des personnes. En 2010, au moment où il y a eu la bataille des gaz de schiste au Québec, pour la première fois, la Ligue des droits et libertés a fait un mémoire dans un dossier environnemental et elle demandait au gouvernement que dans les mesures qui sont prises pour adapter nos sociétés aux transformations nécessaires pour survivre, en fait, hein, d'un point de vue environnemental, que soient faites systématiquement des évaluations d'impact sur les droits humains. On pourrait peut-être se donner une logique de justice éco-sociale qui n'exclurait pas un et l'autre et qu'on soit toujours obligé de se dire qu'est-ce qui est le plus important. Et ça nous donnerait des armes, dans le fond, en termes de légitimité pour se battre contre des implantations comme celle-là. Qui, tu as raison par ailleurs, dans le fond, l'utilité première des compteurs, c'est pour les compagnies qui font les compteurs de faire du fric. Oui, mais la relève, mon conjoint, il a fait à tous les mois, puis leur téléphone, ça leur coûte rien de plus. Le téléphone, ça existe encore, même si c'est archaïque. Est-ce qu'on en a besoin? Parce que c'est une vraie question. Et ça, c'est une chose sur laquelle, moi, je pense, on ne travaille pas assez pour mobiliser. Est-ce qu'on a besoin? Les générations, depuis 30 ans, on se fait bassiner que tout est quantifiable, que tout est monnayable. Mais parler aux jeunes aujourd'hui, moi, je suis effarée, quand je les reçois dans mes classes, de la manière dont ils raisonnent. Parce que ça a rentré. C'est pas juste l'enfumage, c'est que ça finit par leur
les convaincre que tout est quantifiable, tout est monnayable. Et qu'on a besoin de smartphones pour faire toutes ces choses inutiles. Avant même ça, c'est la consommation domestique ne représente jamais plus qu'à peu près 10 %. Donc, on arrête de nous charrier. Dans le fond, il faut économiser l'eau, c'est l'industrie, c'est l'énergie, c'est pas la vigne qu'on arrose aujourd'hui. Oui, l'agriculture. Le maïs. Ça aussi, idéologiquement, ça a fini par rentrer dans la tête des gens. Quand j'ai commencé à travailler sur l'eau et que je voyais les gens qui... Bon, l'enjeu de dire aux enfants de fermer le robinet quand ils se brossent les dents, je veux bien, mais on arrête. On arrête, il n'est pas là le problème. Bien sûr. C'est de la culpabilisation. Il y a eu des campagnes de presse de la métropole sur économiser l'eau, où ils culpabilisent les gens, c'est scandaleux, quoi. Il y a une affiche avec un robinet complètement percé. Comme chez nous, c'est pas une entreprise, c'est un service public. Quand les citoyens ne sont pas contents de quelque chose, c'est le maire. Ce sont les élus politiques qui sont directement interpellés parce que c'est un service public. Quand c'est Hydro-Québec, c'est le patron d'Hydro-Québec, c'est le directeur d'Hydro-Québec parce que c'est une entreprise. C'est pour ça que c'est important aussi de revenir à une logique de service public plutôt que de service industriel et commercial. Parce que la façon de réagir, la façon de percevoir des gens n'est pas la même et ça repolitise la question, effectivement. Au Québec, quand il y a eu le débat à la fin des années 90 sur la privatisation de l'eau à Montréal, ça l'a fini par une audience générique du Bureau des audiences publiques sur l'environnement sur l'ensemble du Québec. Parce que le gouvernement était coincé. C'est devenu tout de suite politique parce qu'ils ne peuvent pas nous enfermer dans des débats techniques comme ça. Ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes ne seraient pas capables de les mener. Et donc, ils sont obligés de faire le débat sur le terrain politique. Et ça, moi, je pense que c'est un plus de repolitiser la question. La politisation d'une question, pour moi, c'est quand on accepte qu'il y a des visions conflictuelles et qu'on les débat. C'est ça, la politique. Je dis toujours, la démocratie, c'est le conflit. C'est reconnaître qu'en société, on ne pense pas tous pareil puis qu'on puisse débattre de façon transparente les questions. C'est ça, les politiser. C'est faire comme si c'était pas juste business as usual, toujours du management, de la gestion, comme si on ne discutait pas de où on veut aller. C'est ça qui est important, je pense, dans le domaine de l'eau. Parce que si on se fait piéger dans les débats techniques dans une certaine mesure, parce qu'on finit par ne voir que l'aspect technique. Fait que c'est vrai dans tous les domaines, je pense, ça peut être un piège comme citoyen de se laisser embarquer dans le débat technique. Il faut être certain qu'on garde toujours le contrôle sur le fait qu'on discute de où on veut aller comme collectivité, où on veut aller comme société. C'est ça qui est le plus important. Mais jusqu'aux années 70, la logique de solidarité a été beaucoup plus forte que ce qu'on vit aujourd'hui dans le système international. Et donc, la capacité de se donner l'équivalent de ce que serait un service public international, on est très loin. Quand on regarde, par exemple, c'est vrai au niveau des questions environnementales, mais c'est vrai au niveau des questions humaines aussi. Quand il y a des grandes catastrophes comme le tsunami, etc., on n'a pas d'équivalent de service civil international. Chaque pays, selon sa bonne volonté, va envoyer les ressources qu'il veut, mais on n'a absolument pas, on n'est pas rendu à avoir créé, articulé de façon intéressante une solidarité à ce niveau-là. Donc, on en est... Au Canada, on aurait besoin de ça, en fait, parce que nos gouvernements sont en train de démolir au niveau des objectifs du changement climatique. C'est complètement farfelu, notre gouvernement. Aux États-Unis, c'est le corps d'ingénieurs de l'armée américaine qui a développé au niveau du territoire toutes les infrastructures d'eau. Et donc, c'est cette idée, il y a Marc Ressner, un hydrologue américain, qui disait un vandalisme exceptionnellement productif. C'est à peu près ça que ça... le principe, c'était une rivière, un barrage, une rivière, un barrage. Et aujourd'hui, la population états-unienne est quand même
consciente en partie du problème et il commence à y avoir des contestations, il commence à y avoir des démolitions d'anciens barrages. Hein, parce que les gens se rendent compte, dans le fond, qu'il y a plus d'effets négatifs que positifs au total. Il y a un certain recul de cette emprise de l'ingénierie sur on va modifier la nature pour qu'elle fitte avec ce qu'on veut, pour cette hégémonie, dans le fond, du contrôle de la nature. Il y a un certain recul, mais on vit avec. Et donc, quand je disais tout à l'heure, à un moment donné, ça change des choses dans la tête. Quand on commence à se promener dans les villes, puis qu'on demande aux enfants d'où vient l'eau, et qu'ils ne sont pas capables de te le dire. Ils n'ont pas vu à l'état naturel d'où venait l'eau qu'ils consomment. Bien, ça finit par rentrer. Hein? L'eau, ça vient des tuyaux. Et c'est ça qui permet à M. Mestralet de nous dire que oui, l'eau est un bien commun, elle est un don de Dieu, mais Dieu ne fournit pas les tuyaux. Bon, on rigole quand je dis ça, mais en même temps, c'est une logique qu'il faut garder dans tous les autres domaines où on milite, parce qu'ils sont en train de nous faire la même chose avec la santé. Oui, la santé, c'est un bien commun, mais les intrants de la santé, c'est les industries pharmaceutiques et technologiques qui les contrôlent. Oui, l'éducation puis la connaissance, c'est un bien commun, mais les machines, c'est le marché qui est fourni. Et donc, dans le fond, c'est pour ça que ce que je disais au début, ce qui est nécessaire aux droits humains doit être commun, c'est un enjeu important, parce que c'est dans tous les secteurs la même chose. Comment il se fait que l'industrie pharmaceutique peut capter des brevets sur des médicaments qui sauvent des vies? C'est pas sérieux, pas d'un point de vue de droit humain. Et cette logique-là, on peut la transporter dans plein des domaines où on milite, où on essaie d'ouvrir des espaces. C'est la même chose partout.